les parlementaires, mesdames, messieurs, cher Alexandre Freschi, bravo d'abord pour l'organisation d'une telle matinée. Je pense que c'est un thème essentiel qui est traité ce matin, et c'est évidemment une excellente chose que cela se passe dans le cadre parlementaire. Quoi de mieux d'avoir un moment comme celui-là où nous avons à la fois les députés et les spécialistes du sujet, et des acteurs du sujet, y compris bien sûr des acteurs de l'éducation nationale. Je salue particulièrement les inspecteurs et inspectrices qui sont là, mais aussi les responsables associatifs des milieux de l'éducation nationale et aussi de l'éducation populaire. Le sujet est essentiel, et pour d'emblée répondre à la question posée par Alexandre Freschi, je voudrais dire qu'en effet, toutes les solutions pratiques dont nous pourrons parler, et dans lesquelles nous pourrons aller, doivent s'articuler avec une vision des territoires. Sur un sujet qui est un sujet absolument crucial, qui n'est pas du tout un sujet marginal, un sujet qui viendrait en quelque sorte de surcroît par rapport à un catalogue des sujets qui concernent l'éducation ou qui concernent notre pays. Donc on est sur un sujet qui est est-ce que, à la fin, tous les êtres humains seront des citoyens, qui est est-ce que, à la fin, nous n'habiterons qu'un pourcentage réduit de nos territoires en laissant le reste inhabité, voire hostile. Le tout dans un contexte où, en plus, l'environnement se dégraderait. Donc, il ne peut y avoir que du volontarisme politique, que du volontarisme de la société pour venir contrebalancer ces profondes tendances, et les contrebalancer dans un sens positif, comme ça a parfois été possible dans un certain moment historique. Il n'y a aucune fatalité à ce sujet, mais il faut évidemment de la volonté, alors même que ce que nous devons viser, c'est une société décarbonée, où l'éducation et la santé doivent être au centre, non seulement de la société, ce qui est aussi une évidence, mais même de l'économie. On doit avoir une vision à la fois politique, économique et sociale d'un tel sujet, et inscrire toutes nos idées en matière éducative pour la ruralité dans ce contexte. Nous devons, pour cela, évidemment, investir dans les territoires, nous devons développer une vision, et tous les sujets font système. Je voudrais aussi dire à quel point cet enjeu est lié à l'enjeu démographique. Donc ce que j'ai dit précédemment, c'était ce qu'on peut appeler la vision géographique, mais il y a aussi évidemment une dimension démographique. Je fais partie de ceux qui soulignent, je ne suis pas le seul, mais nous ne sommes pas si nombreux. Il y a Jean-Pierre Chevènement, par exemple, aussi, qui le fait très bien. Je fais partie de ceux qui soulignent que depuis 5-6 ans, nous sommes en déclin démographique et que c'est un problème. L'éducation nationale, en tout cas, sera partenaire et est déjà partenaire, notamment des maires qui souhaitent aboutir à une revitalisation de leur commune en créant une attractivité territoriale par l'école. C'est un point majeur. Nous avions déjà sur quelques exemples. Nous le ferons à plus grande échelle dans les temps à venir. C'est-à-dire qu'un maire doit pouvoir avoir une politique d'attractivité territoriale et s'appuyer pour cela sur le dynamisme de son école, c'est-à-dire la dimension d'innovation de son école, qui fait envie et qui fait que famille, jeunes familles notamment, puissent avoir envie tout simplement de s'installer, de rester quelque part, du fait de la qualité de son école. Alors, dans ce contexte, nous devons investir dans les territoires, je le disais, et le faire d'une façon qui mette les moyens au service de ça. Les moyens, nous les mettons. Dans les 45 départements les plus ruraux de France, à la rentrée prochaine, nous créons 270 postes, alors même qu'il y a, sur 3 années, 57 000 élèves en moins. C'est ce qui a permis aussi au président de la République de dire, dans sa conférence de presse de sortie du grand débat en avril dernier, en avril 2019, qu'il n'y aurait pas de fermeture d'école sans accord préalable du maire de la commune, tout au long du quinquennat. Donc, c'est une chose évidemment que nous mettons en application. Pas de fermeture d'école sans accord du maire. C'est que l'école primaire rurale fait mieux réussir les enfants que l'école primaire en général. Un enfant sorti de l'école primaire, en moyenne en France, rurale, sort à un meilleur niveau que la moyenne des élèves de France. Et donc, ce discours optimiste sur l'école primaire rurale, c'est un discours d'attractivité pour les villages, un discours d'attractivité pour l'école. Et c'est un discours d'ambition pour les élèves, sur la base de ce que nous avons déjà commencé à construire. C'est non seulement ce que le président de la République a dit sur les fermetures d'école, non seulement ce que nous avons fait en matière de création de postes pour améliorer le taux d'encadrement, notamment dans les 45 départements les plus ruraux, mais c'est aussi notre plan bibliothèque, qui est destiné aux écoles éloignées d'une bibliothèque de proximité. C'est un plan qui se poursuit à la rentrée 2019. Nous y consacrons 2 millions d'euros d'investissement par an, dans le cadre de la mobilisation interministérielle que nous avons notamment avec le ministère de la Culture en faveur du livre et de la lecture. C'est un plan qui doit avoir des effets d'entraînement sur les pratiques de lecture
et nous y tenons. De même, le programme École numérique innovante, nous l'avons lancé en juin 2018, il est doté de 20 millions d'euros, et il nous permet de soutenir 3800 écoles dans 3570 communes rurales pour l'acquisition d'équipements numériques qui favorisent les apprentissages, mais aussi qui enrichissent le lien avec les familles et confortent cette attractivité de l'école rurale, cette modernité de l'école rurale. La prise en compte aussi des spécificités de l'école rurale, notamment justement les classes de petit niveau dont je parlais, qui suppose aussi une formation des professeurs dans l'accompagnement des personnels adaptés. Nous avons aussi revalorisé les bourses d'internat qui bénéficient en majorité aux élèves résidant en zone rurale éloignée. Et évidemment, c'est l'occasion pour moi d'insister sur ce thème-là, qui est un thème clé, c'est-à-dire la revitalisation des internats. Nous nous fixons d'ici à 2022 100 résidences thématiques pour accueillir les élèves, principalement dans les collèges des zones rurales et de montagne. Cette politique des internats est donc une politique volontariste dans laquelle nous mettons des moyens, des investissements d'avenir aux côtés des collectivités locales, c'est-à-dire des départements et des régions, notamment pour avoir plus de place pour les collégiens. Et c'est donc à la fois au bénéfice des élèves de la ruralité, mais c'est aussi au bénéfice des territoires ruraux, puisque l'objectif est aussi de revitaliser des territoires en y implantant ou en y renforçant les internats. Alors, je ne vais pas être trop long, et je pense que j'ai déjà fait un peu. Des perspectives donc, sont dressées, vous le voyez, au travers des points que j'ai mentionnés. Il y a aussi deux rapports sur lesquels on va s'appuyer beaucoup pour faire avancer les choses. Et d'abord, le rapport Mathieu-Azéma, donc Pierre Mathieu ici présent, et de l'inspectrice générale, Mme Azéma, sur l'éducation prioritaire. Vous le savez, lorsque vous avez demandé ce rapport, qui est aujourd'hui public, eh bien, l'objectif était de sortir de l'opposition binaire entre REP et non-REP, d'éviter les effets de seuil, d'éviter qu'on ait tout simplement d'un côté une série de dispositifs dès lors qu'on est dans une zone et qu'on ne sait pas si on y est. Il faut donc davantage une politique qui permette d'aller vers l'ensemble des difficultés sociales du pays, en ayant certes encore des territoires définis comme étant d'éducation prioritaire, mais en étant capable aussi d'avoir des élèves touchés par la politique publique sur le plan social. C'est ce que nous faisons en milieu urbain avec les cités éducatives actuellement, mais c'est ce que nous ferons aussi certainement dans les mois à venir de diverses manières. Je vais vous donner l'exemple des cordées de la réussite. Il faut que le colloque de ce matin nous aide à définir ce que ce sera en milieu rural. Je n'en dis pas plus parce que justement c'est intéressant, c'est au débat. C'est ce que dira aussi Salomé Verdou, donc dans un autre rapport, que je vous l'ai mentionné tout à l'heure, qui va être publié prochainement, et nous verrons ce qu'il en est avec l'inspectrice Marie-Blanche Moura, qui travaille sur cette question. Donc, l'objectif n'est pas de dupliquer les dispositifs d'éducation prioritaire dans les territoires ruraux. Là aussi, c'est une mesure simpliste et évidemment peu adaptée. Ce qui est très important, c'est que nous puissions prendre en compte les propositions qui vont venir dans le cadre de ce rapport, mais aussi dans le cadre de vos travaux et de la contribution des élus, des acteurs de terrain pour avoir une véritable politique de l'école rurale, contribuer à faire évoluer les dispositifs dans une vision systémique, dans une vision cohérente, c'est pas d'additionner des choses qui ne font pas sens entre elles, d'avoir vraiment une vision d'ensemble, et puis de faire en sorte qu'elles soient partagées avec nos concitoyens, de façon à créer cet optimisme pour le milieu rural, qui est en réalité un optimisme pour la France.